Usul en cours de glucksmanisation, c'est ce qu'on a pu lire sur Twitter. On a aussi lu des jeux de mots entre Edoui Plenel et Usul. Pourquoi? Parce que Usul tient des propos de plus en plus droitiers sur la guerre, l'invasion de l'Ukraine par la Russie et la guerre en Ukraine, quoi. Et là, il est plutôt en faveur de la réforme de Macron pour remettre en place un service militaire. Ça a étonné quand même tout le monde parce qu'historiquement, la gauche est plutôt contre le fait de remettre en place un service militaire dans un contexte de guerre qui devient de plus en plus mondial. On a déjà parlé dans une capsule qu'on vous invite à aller voir sur le retour de la guerre et notamment les liens entre les ministères des armées et puis le ministère de l'Éducation nationale pour essayer de foutre les gamins des quartiers et de la ruralité dans l'armée. Et donc Usul, lui, il dit que c'est plutôt quelque chose de favorable parce qu'on pourrait risquer notre démocratie face à Poutine. Enfin, il reprend presque les expressions historiquement qui sont liées à l'impérialisme américain, hein, de la guerre pour la démocratie contre les Russes et les Chinois, enfin, un truc un peu bidon, quoi. On va parler de tout ça aujourd'hui avec Chris pour faire le point, voir si au fond il n'a pas un peu raison, s'il nous alerte pas sur des choses et qu'on n'est pas des vulgaires tanquis. Et on va parler aussi peut-être de sa trajectoire à Usul aujourd'hui parce qu'on voit de plus en plus des petits indices qui nous feraient dire qu'il se droitise. Chris, comment est-ce que ça va? Est-ce que tu es prêt à parler de tout ça? Bah ouais, carrément. On avait fait un react à Usul en mode un peu drôle sur l'humour de droite, tu vois. Oui. C'était un peu, on se moquait, on trouvait qu'il forçait le trait et tout, mais bon, c'était bon enfant. Là, désolé, mais en fait, c'est beaucoup plus grave, en fait. Parce qu'on est vraiment en train de valider. Enfin, il y a des bruits de bottes, il y a des canons qui se massent. Aux frontières, on est en 1912 ou 1913 et avoir des gens de gauche, normalement de gauche radicale, qui commencent à parler le langage des va-t-en-guerre, des bellicistes, de l'union sacrée, etc. Enfin, ça commence à vraiment faire flipper. Donc, il faut absolument pas se laisser intimider et tenir sur la voie de la désescalade et de la paix, quoi. Enfin, vraiment, les gens qui pensent qu'on résout des problèmes, même des problèmes face à des guerriers nationalistes comme Poutine, etc. Des gens qui pensent que c'est comme ça qu'on résout des problèmes, c'est-à-dire en faisant de l'escalade guerrière, en faisant marcher l'industrie militaire et tout. Enfin, vraiment, lisez des livres d'histoire parce que ça ne va nulle part. Voilà, ça ne va nulle part. Donc Usul est face à Lumir Laprey, je sais pas qui c'est, sur Backseat, et il parle du service militaire volontaire qui est en train de remettre en place notre président Emmanuel Macron. Moi, j'avoue que voir des bourgeois qui nous expliquent qu'il faut que nos enfants meurent, bah franchement, ça me donne envie de leur mettre des claques. Le président de la République semble proposer un service militaire volontaire. Oui. Je suis pour. C'est ces enfants qui vont aller faire le service militaire volontaire? Oui. Non mais il y a un moment, faut arrêter très très vite de se foutre de notre gueule, en fait. Bon, basé, hein. Basé. Déjà, il y a une arnaque. Genre, les gens qui veulent être militaires, ils s'engagent. Tu vois, l'idée même de service militaire volontaire, c'est déjà une douille. C'est déjà commencer à mettre en place quelque chose pour enfin, après, l'étendre. Parce que les gens, s'ils veulent être militaires, ils s'engagent. Tu vois ce que je veux dire? Il y a pas besoin. C'est déjà possible. Tu vois, c'est pas genre, c'est réservé à des. On n'est pas sous le monde féodal où c'est réservé qu'à l'aristocratie. Tu vois, donc on n'est pas en train d'ouvrir aux tiers états la possibilité de faire la guerre. Les gens qui veulent être militaires, ils peuvent déjà s'engager. Donc, l'idée de mettre en place un service militaire volontaire, ça n'a aucun sens. Et c'est de fait une expérimentation pour ensuite l'étendre. Voilà, il n'y a pas de raison que ce soit pas étendu. D'abord, c'est pas grand monde, c'est 3000 jeunes la première année, objectif 10 000 sur 5 ans, je crois. Mais ça c'est délirant, c'est ce que tu dis, genre évidemment que c'est pour l'agrandir et enfin il y a aucun monde où tu sais si on disait à Usul ah bah non mais la retraite par répartition en fait pour 2% des gens on va expérimenter la retraite par capitalisation. Je verrais pas Usul nous dire ah bah non mais c'est que 2% des gens, vous inquiétez pas, il y a pas de douille derrière. Évidemment que si on fait une expérience de retraite par capitalisation à 2% des gens, c'est pour après l'étendre en disant ah regardez ça a marché. Et c'est pareil pour un service militaire. Enfin, c'est n'importe quoi. Et puis qui sont les 10 000 jeunes Usul? Allez lire l'article de Position Revue là-dessus qui s'appelle Face à la crise du capitalisme, la militarisation de l'enseignement. Et vous avez tweeté les sirènes de la guerre retentissent jusque dans nos écoles parce que justement vous montrez qu'il y a une propagande de guerre par le ministère de l'Armée, principalement dans les REP+, et dans les zones rurales, c'est-à-dire auprès des gens les plus racisés et les plus périphériques, on va dire, en France, et les plus pauvres en général. Même si c'est que 3 à 10 000 personnes, ce qui est déjà quand même pas mal, ça va être des Noirs, des Arabes et des gens de la ruralité qui n'auront pas forcément l'occasion de trouver du boulot. Donc si Usul trouve ça bien et de dire ah, c'est juste 10 000, c'est n'importe quoi. Des gens qui ont du capital guerrier. C'est ça en fait, c'est des hommes qui justement n'ont pas soi-disant pas de capital culturel, pas de capital économique, pas de capital éducatif. Il leur reste leurs bras
leurs muscles, tu vois. Mais vraiment, là, on est en train de refabriquer des moments d'impérialisme très très chaud où effectivement il faut de la pub pour s'engager dans l'armée, quoi. On est en train de bouffer ça, cette propagande de c'est bien de faire la guerre, c'est défendre son pays. Et là, tu vois, la façon dont Usul se défend, on dirait vraiment que, en fait, il répond comme un député macroniste qui vend le truc. Mais non, vous faites pas votre travail de journaliste sérieusement, c'est pas tout le monde, c'est que 3000. Tu vois, vraiment, on dirait vraiment un discours d'éléments de langage travaillé pour vendre le truc comme un porte-parole de Macron. La haut-rampergisation d'Usul. C'est ça, tu vois, c'est pire que tout. Plus ses cheveux raccourcissent, plus les idées d'Aurore Berger infusent dans sa tête, quoi. Non, dans ma tête, c'est plus ses idées de Plenel. Depuis qu'il a quitté Mediapart, il a jamais autant pensé comme Plenel, Usul. C'est fou quand même. Après, c'est le parcours. Voilà, on va encore dire que je suis anti-trotskiste, je sais pas trop quoi. C'est un peu le parcours classique des trotskistes quand même. De renier petit à petit sur le côté révolutionnaire, mais par contre, de plus en plus être atlantiste. Tu vois. C'est quand même, on a vu énormément de trotskistes au XXe siècle avoir ce parcours. Certains diront que c'est des brebis galeuses, mais il y a quand même beaucoup de brebis galeuses, tu vois. Moi, je pense qu'il y a un substrat matériel idéologique dans Il y a le. un continuum. Ouais, il y a un continuum qui fait que, tu vois. Mais après, voilà, on va dire que je suis de mauvaise foi. Bah, en fait, le problème, c'est qu'au départ, tu es un communiste, tu vois, révolutionnaire, ok, et internationaliste. Quand à un moment donné, tu es plus communiste, tu es révolutionnaire, mais progressiste et toujours internationaliste, tu fais déjà un petit pas. Et quand en plus, après, tu commences à renoncer et que tu passes à une position non plus révolutionnaire, mais défensive du progressisme internationaliste. Le pas vers l'impérialisme, il est assez simple, tu vois. On en est là. À la fin, l'internationalisme devient un impérialisme en disant, bah oui, c'est la défense de la démocratie partout Oui, de dans le valeur monde. plutôt que de révolution, quoi. Exactement. Et c'est même pire. C'est d'arriver à dire, on n'a plus à conquérir des nouveaux droits ici chez nous et à se battre contre des bourgeoisies conservatrices, réactionnaires, etc. ici. Ici, on est déjà au stade maximal avancé du progressisme de l'humanité et on doit se défendre contre les autres civilisations autour qui veulent remettre ça en question. Oui, Et après, là, c'est pas ce que dit effectivement... Usul, il veut quand même se battre, tu Non. vois, ici. Mais tendanciellement, ça pousse à ça, ouais. C'est Glucksmann, tu vois. C'est, nos ça. démocraties sont pas parfaites, mais au final, lui, il veut jamais réformer ou révolutionner la démocratie chez nous, mais juste apporter la lumière aux autres et des choses comme ça. Tu vois. Exactement, mais tu sais, c'est la fameuse phrase de Churchill, que c'est le pire des régimes à l'exception de tous les autres, tu vois, et eux, ils ont ça en tête non-stop. Donc je dis pas qu'effectivement, c'est ce que dit Usul hein, à l'instant, je dis juste que le chemin vers l'impérialisme sous couvert de progressiste, il se fait assez vite quand tu renonces à la transformation du capitalisme, à l'abolition des classes et à l'abolition des frontières réelles. Hein. Je rappelle que l'internationalisme, c'est pas un truc entre les nations. Quand le mouvement ouvrier se définit comme entre internationalistes, c'est par-delà les nations. Il y a une classe ouvrière par-delà les nations. Voilà, c'est pas il y a des classes ouvrières nationales qui doivent s'entendre entre elles. C'est elle est unique par-delà les nations. Voilà. Ouais, mais tu vois, quand les communistes plus de la branche marxiste-léniniste y renoncent, eux, ils deviennent pas supplétifs de l'impérialisme américain, tu vois. Souvent, ils peuvent devenir même tanky, voire un peu, Un peu nationaliste, ouais. un peu nationaliste des pays des BRICS. Ils peuvent devenir un peu non critiques, je sais pas, de la Russie de Poutine, et puis totalement campistes, tu vois. Donc c'est pas exactement les mêmes dynamiques en cours. Et c'est mais non. c'est intéressant à voir, mais peut-être aussi parce que ça touche pas exactement les mêmes classes. Hein. Je veux pas remuer le couteau dans le plaid, mais je pense que le marxiste-léniniste touche souvent des gens un petit peu moins petits bourgeois et intellectuels que le trotskisme. Je sais pas si t'es d'accord, mais j'ai l'impression quand même que dans le trotskisme, il y a cette idée qui est une idée qui peut être belle, mais qui est une idée qui est un petit peu plus libérale, individualiste, bourgeoise, de dire toutes les révolutions partout dans le monde, elles n'ont pas été comme je le pensais, elles n'ont pas été à un niveau de liberté suffisant, et donc moi je le remets en cause, tu vois. J'y vois quand même une sorte d'individualiste, et d'ailleurs, ça s'est très peu développé autre part que dans des classes intellectuelles dans les pays occidentaux et impérialistes. En Argentine, ça s'est un peu développé, mais même pas dans des classes très prolétarisées, plutôt dans des classes un peu intermédiaires. Ce qui veut quand même dire quelque chose, là où le marxisme-léninisme a réussi à toucher des classes extrêmement prolétarisées, voire des agriculteurs très pauvres de pays de la périphérie, de pays colonisés. Et ça montre aussi que ces visions du monde et ces courants du marxisme ne touchent pas les mêmes classes sociales et donc n'ont pas forcément les mêmes débouchés. Il y a un débouché autoritaire nationaliste quand le marxisme-léninisme dégénère,
alors qu'il y a un débouché libéral impérialisme quand le trotskisme dégénère, tu vois. Et là, encore une fois, je suis pas en train de dire que les trotskistes sont tous des libéraux impérialistes, et encore moins que les marxistes-léninistes sont tous des nationalistes autoritaires. Je dis que quand ça dégénère, ça va vers ça, parce que je pense que ça ne touche pas les mêmes classes sociales, et donc que ça n'a pas les mêmes dynamiques, même au niveau idéologique, tu vois. Bah, je suis d'accord, mais tu vois ce que tu disais tout à l'heure, c'est intéressant, tu dis ça fait pas la même chose. Bah oui, parce qu'en fait, quand tu as le triptyque communiste, révolutionnaire, internationaliste, quand tu disais à un moment donné, les Plenel, eux, l'internationaliste, c'est le dernier truc auquel ils renoncent pas. Ils renoncent au communisme, à la révolution, mais ils gardent l'internationalisme. Donc quand tu t'es soumis à l'ordre en place occidental, mais que tu restes internationaliste, t'es forcément impérialiste. Alors que tu disais après les autres tranquilles, c'est le premier truc auquel ils renoncent en général. C'est-à-dire ils gardent la révolution, ils gardent le communisme, mais dans un seul pays, ils Oui, enlèvent c'est le débat l'internationalisme. Staline-Trotsky, ouais. Tu vois, exactement. Et donc, en fait, ils tendent vers du nationalisme, mais ils peuvent pas tendre vers de l'impérialisme. Je le rappelle, il n'y a qu'un seul impérialisme. L'impérialisme, c'est le capitalisme. C'est un stade suprême du capitalisme. C'est pas l'expansionnisme, voilà. Donc, que Poutine soit un expansionniste, un nationaliste, etc., c'est un membre de l'impérialisme capitaliste, parce que c'est un pays capitaliste, mais voilà, c'est un sous-membre, un subalterne de Subalterne, ce que je veux dire, ouais. l'impérialisme par rapport à l'OTAN et aux États-Unis. Enfin, faut vraiment se remettre dans la même logique. Et l'Ukraine est prise dans une guerre impérialiste et non pas inter-impérialiste entre deux impérialistes. C'est une guerre impérialiste où deux nations, une subalterne et une à la tête de l'impérialisme, se battent entre elles. C'est-à-dire c'est une logique de concurrence entre des nations. Mais c'est Ce une qui fait guerre d'ailleurs toute la impérialiste. difficulté à traiter ce sujet, c'est qu'ils sont dans une position tragique, en fait. Tu vois. Ils sont entre deux forces qui sont plus grandes qu'eux, et tu as très peu de voix pour une issue progressiste à cette histoire. Parce qu'en plus, du fait de leur dynamique de soutien par les pays occidentaux et de lutte contre la Russie, ils se sont appuyés sur des forces très à droite, l'Ukraine, notamment sur des bataillons néo-nazis. Encore une fois, moi je suis pas dans le narratif, tous les Ukrainiens sont des nazis, c'est pas ça, mais de fait, ils se sont appuyés sur des bataillons néo-nazis, là où la Russie de Poutine, du fait de son histoire avec l'URSS, se sont parfois appuyés sur des franges communistes, qui sont des franges communistes un peu tanky et tout ça, il n'y a pas de souci, mais qui sont pas des néo-nazis, tu vois. Poutine ayant aussi des milices néo-nazis, hein, mais c'est pas la même force au niveau idéologique, on va dire, dans son pays. Mais ce que je veux dire, c'est que le fait de se retrouver à l'intérieur d'une guerre impérialiste contre un expansionnisme réactionnaire, tu vois, dans un cas, le choix de soutenir la Russie, c'est un choix de soutenir une sorte d'expansionnisme réactionnaire, et dans l'autre cas, c'est soutenir l'impérialisme. Tu vois. Et donc, du coup, tu te retrouves dans quelque chose où si tu fais comme Usul, c'est-à-dire tu dis qu'il faut envoyer des armes à l'un ou l'autre, tu te retrouves juste à alimenter la machine de guerre qui, de toute façon, ne mènera qu'à une issue réactionnaire, quelle qu'elle soit. Tu vois. Il n'y a aucune issue progressiste actuellement à cette guerre. C'est pour ça que la meilleure chose, c'est d'empêcher les livraisons d'armes, que ce soit par les Russes, que ce soit par les, les USA, et de trouver une solution diplomatique le plus vite possible pour l'Ukraine. Parce que faire croire que c'est en faveur de l'Ukraine de faire continuer la guerre au maximum en livrant des armes, c'est n'importe quoi. C'est ça. Et comme tu dis, c'est une guerre impérialiste. Effectivement, il y a entre la Russie nationaliste et, on va dire, le centre de l'impérialisme américain, il y a une dispute pour ce territoire qui est un territoire clé de l'économie mondiale, notamment dans sa production d'huile, dans sa production de blé, etc. Effectivement, c'est un territoire où l'impérialisme, qu'il provienne de la Russie ou de l'OTAN, c'est un territoire clé. Donc, entre le subalterne nationaliste réactionnaire Poutine et la tête de gondole USA et OTAN, il y a une dispute, il y a une bataille, mais il n'y a effectivement aucun camp progressiste là-dedans. Voilà, il n'y a aucun camp progressiste. Effectivement, on peut se dire, oui, mais le statu quo des frontières telles qu'elles étaient avant 2022 fonctionne, c'est ne rien connaître à l'histoire de l'Ukraine depuis la disparition de l'Union soviétique. Même déjà, c'était le cas avant. Les frontières ukrainiennes sont disputées, notamment par l'OTAN et par la Russie. Ce territoire est capital pour les deux camps et donc c'est un territoire qui sera un affrontement absolu. Donc y livrer des armes, c'est jamais aider les populations locales, c'est toujours se donner bonne conscience, faire tourner l'appareil industriel militaire et à la finale tuer des gens. Moi, tu vois, je l'ai dit une autre fois, mais on peut se tromper, mais nous, on est en train de commenter sur une chaise. La moindre des dignités, c'est de ne pas encourager des choses qui vont tuer des gens à distance. À la rigueur, moi, des gens qui sont vraiment convaincus que c'est le camp de la démocratie, l'Ukraine, etc., ils font comme George Orwell, ils s'engagent dans les brigades internationales et ils vont en Ukraine. Mais être chez soi et dire ouais, balançons des armes, par contre moi je suis d'extrême gauche, je suis pacifiste, je voudrais jamais aller à la guerre, mais faisons en sorte que nos bourgeoisies nationales balancent des armes ou envoient des gamins recrutés par le SNU ou ce nouveau service militaire. Moi je trouve ça mais
Je sais pas comment des gens peuvent se dire de gauche. Mais d'après Usul, ça d'extrême n'a rien gauche, à voir avec la guerre en Ukraine, parce que c'est un service volontaire et ils ont dit qu'ils ont viré personne en Ukraine. Oui, mais tu vois, c'est des gens qui disent mais Hitler, il commence à réarmer la Ruhr contre les accords de Versailles, mais en fait, il voudra jamais faire la guerre. Hitler, il est en train de transformer toute l'industrie en industrie d'armement, mais il va jamais s'en servir, c'est pas pour faire la guerre. Bon, bah, au bout d'un moment, tu sais, je veux dire, faut quand même être un petit peu sérieux, tu vois. C'est des mecs qui sont prêts à racler les fonds de tiroir pour faire 500 millions d'économies. Par contre, quand ils investissent des centaines de milliards dans l'armement, ce serait pour rien. Ouais, c'est ça. C'est ça. L'argent jeté par les fenêtres. Moi, si on compare au SNU, qui est en train d'être foutu à la benne. Non, mais il s'est terminé depuis septembre. Voilà. Le SNU, l'idée, c'était que tout le monde y passe pour apprendre la République, gna 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 gna. Là, au moins, ça dit un peu plus les termes. C'est pas censé concerner tous les gamins. Ils voudraient arriver à détecter les jeunes talents. C'est grave en plus. Ouais, en plus, moi je trouve ça plus grave. C'est presque pire, c'est que les gamins des quartiers. Moi, je trouve ça plus grave. C'est vraiment l'américanisation là de l'armée là où tu dis ceux qui sont nuls à l'école, nuls en sport, etc. Des classes de prolo, il vous reste les GI quoi. Enfin, vraiment, c'est une folie. Moi, je préférerais même que ce soit universel. Ce serait plus cohérent. Il y aurait peut-être même plus de potentialité, d'objecteurs de conscience, tu vois. Que là, le coup en douce, en mode, c'est que les gens de REP+, on a fait un article, allez le voir, sur Position Revue, que les gamins de REP+, qu'ils soient dans les quartiers populaires ou dans la ruralité. Vous voyez, dans l'espace concret, là, ça, j'aurais bien aimé que Jules le dise, il n'y a plus d'opposition bourre et tour. Face à envoyer du contingent se faire massacrer pour les belles valeurs de la démocratie, en fait, un gamin de 18 ans qui soit de quartier arabe, noir ou qui soit de ruralité blanc, pour eux, ça ne fait aucune différence. Tu vois, là, il n'y a plus d'opposition bourre et tour. C'est REP+, que vous soyez en ruralité ou en quartier. Là, il y a un front de classe et une guerre de classe qui se dessine. Je trouve ça fou qu'on ne voit pas alors que c'est sous nos yeux, quoi. Les pilotes de drones de demain, s'il y a la guerre. Il s'agit d'essayer de trouver les hackers de demain. Mais on n'est pas sur... j'entends un petit peu... Mais c'est quoi ça ? C'est une pub ? En mode, mais en fait, faire la guerre, c'est jouer aux jeux vidéo. Mais attends, Usul, il va faire une pub avec les mecs de e-sport et le ministère des Armées pour que des gens aillent s'engager pour faire tourner des drones ou hacker des systèmes. C'est ça la guerre, c'est Metal Gear Solid, quoi. Ça me fait halluciner. Et franchement, t'es là, t'es macroniste. Tu sors le truc. Tu dis, ils vont parler de ça à Backseat. Usul va en parler à Backseat. Là, t'arrives, tu dis, les gars, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise, c'est qu'ils en ont parlé à Backseat. La bonne, c'est que notre meilleur VRP, c'est Usul. C'est même pas, il défend. C'est même pas, il essaye il vend le truc. Ouais, les hackers. C'est qui ressemble à Edoui Plenel. Bah ouais, mais moi, le problème, c'est que quand c'était que physique, ça allait. Là, j'entends Edoui Plenel, quoi. Un petit peu, on va tous aller mourir dans les tranchées, on envoie nos gamins. Non, c'est pas ça l'ambiance. L'idée, c'était de dire, est-ce qu'il y aura une confrontation dans 3 ou 4 ans avec les Russes ? Ouais, si la guerre se présente... Alors du coup, si l'idée c'est de dire est-ce qu'il y aura une confrontation, si c'est dans 3 ou 4 ans que les gamins vont mourir, je suis désolé. Le gars a dit c'est pas pour les envoyer mourir, mais peut-être que dans 3 ou 4 ans on est en guerre avec les Russes. Je sais pas pourquoi on serait en guerre avec les Russes, et si on est en guerre avec les Russes, du coup les gars ils vont mourir, tu vois. Oui, et on sait qu'on a quand même oublié pas mal de trucs sur la planification en France, mais le militaire sera toujours le dernier secteur le plus planifié du monde. Donc effectivement, quand tu commences à mettre en place un truc, là maintenant pour 3000, c'est qu'effectivement, t'as pas prévu de faire la guerre demain soir. C'est justement que t'as prévu de la faire seulement dans 4 ou 5 ans. Donc vraiment, je comprends pas son argument. Oui, mais l'Ukraine, l'Ukraine ? Bah, on n'a pas... Non, mais pardon, mais moi, je suis désolée. Tant commune. qu'on n'aura pas vraiment agi diplomatiquement... Genre, la meuf, elle lui rappelle qu'on n'a pas de frontière commune avec la Russie et tout. Enfin, il n'y a aucune raison qu'on soit en guerre avec la Russie, tu vois. Mais il n'y a aucune raison qu'on soit en guerre avec la Russie. Il y a des gens qui nous ont dit dans nos coms, mais pourquoi ils s'arrêteraient à l'Ukraine alors qu'il y a les pays baltes ? Les pays baltes font partie de l'Union européenne. La Pologne fait partie de l'Union européenne. Poutine sait exactement là où il peut intervenir, là où il ne peut pas intervenir. En 2022, quand il a fait rentrer les chars en Ukraine, il avait informé, tout le monde le sait, les services secrets américains. Les Américains avaient dit la veille que les Russes allaient rentrer en Ukraine. Ils sont rentrés dès le lendemain. C'était les seuls services secrets qui l'avaient annoncé. Ils étaient au courant. La Russie, l'impérialiste, sait très bien que l'Ukraine est une zone tampon. Ça a toujours été ça depuis 91. Ce n'est pas le cas des pays baltes. C'est pour ça que jamais Poutine n'a joué sur les pays baltes, sur la Pologne. Il connaît, et ça c'est la doctrine de guerre russe, ça a toujours été le cas depuis même Staline, etc. Ils savent où est leur espace et ils savent où n'est pas leur espace. Donc, ils n'ont pas de velléité sur la Pologne et les États baltes.
C'est pas la même chose sur la Biélorussie et l'Ukraine. Et ça, c'est des négociations informelles, interlopes entre le nationalisme russe et le centre impérialiste américain. Faire croire qu'on va rentrer en guerre avec la Russie, c'est vraiment irrationnel. Si, on va peut-être rentrer en guerre avec la Russie si c'est nous qui mettons le feu aux poudres en faisant un service militaire et en commençant à leur mettre la pression, en envoyant des hommes en Ukraine, tu vois. Là, ce que soutient Usul, c'est quelque chose où c'est peut-être nous qui allons être actifs pour rentrer en guerre contre la Russie. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est pas le cas aujourd'hui. Je rappelle que la Russie n'est pas équipée pour l'enlisement face à l'Ukraine et quelque chose qui n'avait pas été prévu par les forces russes. Ils pensaient aller jusqu'à Kiev extrêmement rapidement, exactement comme ils sont allés extrêmement rapidement jusqu'à Tbilissi quand ils ont voulu intervenir et tout. Vraiment, mais faire croire ça, c'est du récit de guerre. C'est du récit de guerre. Ce n'est pas ce qui va se passer. C'est exactement la même chose que quand les Américains attaquaient l'Irak en 2003, en faisant croire que l'Irak attaquerait probablement la France ou l'Occident si on laissait Saddam Hussein au pouvoir. C'est n'importe quoi, c'est du récit de propagande de guerre impérialiste. Pour le moment, on a gelé les avoirs, mais on les a pas confisqués. Il y a plein de trucs qu'on peut faire encore et qu'on n'a pas fait avant de parler de faire mourir nos enfants. Curtis Erving, ce blogueur américain. Elle a raison, hein. C'est très important. Le commerce mondial avec la Russie continue de tourner. Les pays qui vendent des armes, le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne, qui produisent des armes pour les envoyer en Ukraine, les produisent avec de l'énergie qu'ils achètent en Russie, du gaz qu'ils achètent en Russie. C'est le circuit mondial de l'échange économique impérialiste. Donc, il y a encore du circuit de gaz entre les Russes et les pays occidentaux pour fabriquer la guerre. Tout ça est une forme d'équilibre aujourd'hui. Son fantasme pour l'Europe, c'est de laisser l'Europe dans la main de Poutine. Les États-Unis sont devenus un bête relais. Mais non, c'est quoi un blogueur américain? C'est quoi ce niveau de preuve de con là? Un blogueur américain a dit que... De ce que veulent les Russes pour nous, et ce que veulent les Russes pour nous, c'est Orban partout, en gros. Orban partout, ce qui arrangerait beaucoup les États-Unis, parce que pour les États-Unis... Mais il sait ce que c'est la puissance économique européenne, même militaire par rapport à la puissance économique russe. Mais c'est n'importe quoi. L'Europe, c'est presque 500 millions d'habitants comparé à la Russie. Si tu l'agrèges, c'est le premier PIB mondial. La Russie doit être que 15 ou 20e. Mais de quoi on parle? De quoi on parle? Les Russes veulent ça pour nous. Parce que les Américains, ils n'ont pas, eux, une volonté pour nous qui est beaucoup plus puissante. Les Américains, ils veulent pas qu'on finance la guerre en Ukraine. Tu vois, ça a été un des premiers trucs qu'a fait Trump en arrivant au pouvoir. En disant il faut que vous montiez à 5% du PIB en production d'armement, parce que là c'est nous qui payons la guerre en Ukraine et tout. Trump nous a tordu le bras pour faire ce que Usul veut qu'on fasse, tu vois. Il vient nous dire c'est la faute des Russes, tu vois. Bah oui, c'est surtout la faute de Trump. Et faire croire que Orban ou les présidents polonais, etc., autoritaires, illibéraux, sont une volonté simplement de Poutine, ce sont des gens qui continuent d'être dans l'Union européenne, qui sont validés par l'Allemagne parce qu'ils font tourner les usines allemandes d'automobiles ou de pièces pour leur circuit automobile, qui compressent les salaires de manière ultra violente. Je rappelle que Meloni n'a pas été élue en Italie via Poutine. Elle reçoit plus de 200 milliards de crédits de l'Union européenne. Orban, Meloni, la Pologne, tous les régimes illibéraux ne viennent pas de Poutine, ils viennent de la crise du mode de production capitaliste. Ils sont validés par l'Union européenne car c'est le meilleur moyen d'avoir ces gens-là illibéraux, c'est-à-dire autoritaires et ultra-libéraux sur le plan économique, pour pouvoir compresser les salaires, fermer les frontières et violenter la classe ouvrière. Je trouve ça dingo qu'on fasse passer toutes ces politiques-là validées, enrichies, créditées par l'Union européenne sur Poutine. Vraiment, c'est un discours qui est intenable aujourd'hui. États-Unis, enfin pour les MAGA, l'Europe est le dernier foyer des démocraties libérales. Finalement, ils voient presque les Européens comme ils voient leurs adversaires démocrates. On va vers peut-être une confrontation, y compris militaire, pour la survie de notre modèle démocratique, pas seulement pour la sauvegarde de l'Ukraine et de je sais pas quoi. Et que ça, faudrait aussi peut-être, je veux pas faire le Glucksmann de service. Non, il fait le Glucksmann de service. La survie de notre modèle, déjà il y croit, genre notre modèle démocratique, Macron, j'ai rarement vu un type aussi peu appliquer la démocratie dans le pays. Il fait à peu près ce qu'il veut. En plus de ça, il fait un peu une analyse, je trouve, des États-Unis qui est unilatérale. Faire croire que Trump, a tous les pouvoirs, que sa politique internationale n'est pas empreinte de la politique internationale classique en fait des États-Unis impérialistes. Il y a sous Trump des sursauts, des changements de politique, notamment envers l'Amérique du Sud aujourd'hui. Mais tu vois quand même, il y a, je trouve, une tension
aux États-Unis entre ce que veut peut-être faire Trump et ce qu'il peut faire par rapport à leur position historique, impérialiste, notamment en Ukraine, tu vois. Il fait presque jouer, tu sais, la différence entre Biden et Trump, comme si Biden c'était la démocratie libérale, mais Biden il est tout aussi va-t-en-guerre que Trump. Nous faire croire qu'il y a une différence presque d'essence entre Trump et Biden, je trouve que c'est assez faux en réalité, tu vois. Mais c'est une catastrophe, et surtout, mais vraiment, mais ce discours, on enterre la lutte des classes, surtout en ce moment-là, pendant une crise absolue du mode de production, pour sauver la démocratie. Alors lui, c'est la démocratie progressiste, l'état de droit, etc. Mais ça, c'est aussi un discours que des gens d'extrême droite vont tenir contre les musulmans en France. Cette petite sonnerie de la démocratie, protéger nos droits, protéger nos valeurs contre Poutine, elle va sonner aussi dans la tête des gens pour qui l'ennemi n'est pas un ennemi extérieur, mais un ennemi intérieur islamiste. La position de gauche, c'est de tenir une ligne comme quoi la démocratie est aujourd'hui en péril à cause des mains de la bourgeoisie qui est en train de renier petit à petit l'état de droit, les libertés, les conquêtes sociales, etc. C'est vraiment, mais tenir cette alternative de fond radicale, cette contradiction principale, comme dirait Mao. Comme quoi ce serait la démocratie contre le reste du monde. Je le dis clairement, si demain toute la gauche se met à tenir le discours d'Usul, qu'est-ce qui va empêcher Macron de se faire voter les pleins pouvoirs et de nous emmener à la guerre? Qui va faire ça? Personne. De toute façon, il a la même position. C'est exactement le même discours que Laurent Mauduit. C'est pour ça qu'encore une fois, on revient sur notre parcours du trotskisme qui devient de plus en plus libéral impérialiste. C'est de dire la montée d'Hitler, c'est la faute du Parti communiste qui n'a pas voulu faire des concessions envers le centre. Et là, en réalité, je ne vois pas ce qu'empêche aujourd'hui Usul de nous dire la FI ne fait pas de concessions envers Glucksmann qui pourtant a raison sur la guerre, sur la sauvegarde de la démocratie, sur le service volontaire. Et donc, c'est un discours qui va dire si l'extrême droite arrive au pouvoir que c'est la faute de la FI, tu vois. Ça va être la faute de la FI et des communistes. Et c'est un discours qui, au fond, sert les pires centristes qui font monter l'extrême droite et font monter la guerre dans le monde, tu vois. Il a exactement le même discours que Laurent Mauduit. Donc, je vous rappelle à la capsule que Chris et Zoé ont faite sur Laurent Mauduit chez Salomé Saké, sur Blast, qui était une catastrophe. Mais là, c'est vraiment le même discours. C'est de dire, face à la montée dans le monde de la fascisation, il faut se recentrer, quoi. Il faut se recentrer, sauver les valeurs démocratiques, parce que c'est vraiment ça qui compte, quoi. C'est un discours presque anti-lutte des classes, tu vois. Et je sais pas s'il s'en rend compte, mais c'est catastrophique. Hein. C'est un discours anti-lutte des classes. C'est un discours qui a toujours été là quand il y a eu des périodes de crise. Enfin, je suis désolé, mais la Première Guerre mondiale naît d'une énorme crise du capitalisme. La Seconde Guerre mondiale également. Quand les nations impérialistes, je le rappelle, toutes les nations sont impérialistes, il n'y a que les peuples et les classes ouvrières qui sont anti-impérialistes. Gardez ça en tête. Quand justement il y a une crise absolue du capitalisme et de l'impérialisme en 14, il y a la guerre. Parce que justement, le profit ne peut plus se faire directement dans un appareil pacifié sur la classe ouvrière. Il doit se faire à l'extérieur. Là, on est dans la même crise et on est en train de fabriquer le même discours de la lutte des classes, c'est secondaire, la démocratie, c'est préférable, et vaut mieux notre bourgeoisie que potentiellement une bourgeoisie islamiste quand ce serait du Zemmour, ou une bourgeoisie orbanienne voulue par Poutine. Mais tout ça est un fantasme absolu. Et je vais même aller plus loin, c'est les deux du niveau de complotisme. L'influence russe en France est marginale. Ils tentent des choses, ils font des trucs comme n'importe quelle nation, tu vois, voilà, qui est en guerre et puis qui est hostile, tu vois. Mais vraiment, c'est du même niveau que les gens qui parlent de Zemmour, qui nous parlent. Demain, la France un califat. La France un califat, voilà. Vraiment, c'est du même niveau. C'est du même niveau. Poutine n'a pas les moyens de ces politiques-là. Mais je vous jure, réfléchissez à ça. C'est vraiment tendu. Qui va aller faire ça? Ça va être les jeunes qui sont déjà en train commencés à être propagandisés. Mais il avait fait une vidéo aussi catastrophique justement sur le complotisme sur Blast. Ouais, je crois que c'était sur Trump, l'élection de Trump, et c'était l'élection de Trump par rapport aux Russes. Tu vois. Mais genre, c'est ne rien comprendre à la dynamique du capitalisme, de se dire Trump, il est élu grâce aux Russes, tu vois. Il n'est pas du tout élu grâce à la crise du capitalisme parce que son discours vient chambouler un petit peu le champ des républicains
républicain habituel, tout en trouvant une continuité historique avec l'aile peut-être la plus raciste. Enfin, c'est complètement con de nous expliquer que non, en fait, c'est une manigance des Russes, tu vois, un complot, tu vois. Enfin, c'est vraiment, en plus, là, totalement antimatérialiste. C'est ne pas comprendre. Enfin, je veux dire. Mais comme tu dis, c'est comme les gars qui te disent Mélenchon. C'est parce que les mosquées appellent à voter Mélenchon. Tu sais, ils se disent pas c'est parce qu'il y a une crise, parce qu'il y a des gens qui trouvent un débouché chez Mélenchon. Non, c'est parce que c'est les islamistes, tu vois. Ben, c'est pareil, c'est du complotisme. Si les Russes, ils ont les moyens de faire élire qui ils veulent à la tête des États-Unis, pourquoi l'OTAN continue de donner des forces et du matériel militaire à l'Ukraine ? Je veux dire, pourquoi ils n'utilisent pas leur énorme réseau d'influence ? Ils sont capables de décider qui va être président du centre impérialiste de la première puissance mondiale. Mais non, par contre, ils peuvent pas s'en servir pour pouvoir empêcher qu'il y ait du matériel signé autant qui leur tombe sur la tête. Puis, et puis ils peuvent pas prendre Kiev. Les mecs, ils peuvent faire élire un gars dans le plus grand pays du monde. Par contre, ils peuvent pas prendre un pays qui doit être la 60e armée mondiale. C'est vraiment n'importe quoi. Et tu vois, en plus, il y a des gens qui font le parallèle avec Israël et tout. Enfin, je veux dire, Israël, la Palestine est en train d'être génocidé. On parle d'un pays, d'un peuple qui va disparaître, qui est en train de disparaître. Un génocide en 4K. En Ukraine, l'Ukraine est encore en train d'afficher ses équipes nationales aux compètes pour participer à la Coupe du Monde 2026 aux États-Unis et aligne encore ses équipes en Ligue des Champions. L'Ukraine n'a pas mobilisé l'intégralité des forces masculines sur le front. C'est ça que les gens ne se rendent pas compte parce qu'en fait, ils ont cette vision de la propagande, mais l'Ukraine est un pays en guerre depuis plus de 15 ans. Il faut que vous vous rendiez compte de ça. Quand les gens ils disent « Ah, la guerre est revenue en 2022 », mais la guerre a toujours été en Europe. Depuis les années 90, l'OTAN fait la guerre en Europe. Il y a des phases d'accalmie, il y a des phases voilà, mais il n'y a jamais eu de non-guerre dans les frontières européennes. Là, ce qu'on raconte aujourd'hui, c'est de la propagande de guerre. L'Ukraine est organisée comme ça depuis très longtemps, depuis 2014, etc. Ce n'est pas du tout comparable à ce qui se passe en Palestine, où on est en train de rayer un peuple de la carte. Et des gens qui viennent faire le parallèle sont au mieux des incultes, au pire des gens obscènes. Par un espèce de truc complètement guerrier, mascu, où on leur dit qu'en fait t'es jeune, t'es pré-guerre, bah vas-y va faire la guerre, parce qu'en fait qu'est-ce que tu vas faire d'autre ? On vit aussi dans une société qui glorifie la violence. Ça va créer quoi ? Ce truc, moi je suis désolée, ça va être une fabrique à hommes violents. Un homme violent, ça fait quoi ? C'est violent. Non. En fait, ce qui est fou, c'est que son discours, à elle, c'est un discours qui devrait être un discours de base, et elle est sur Backseat en plus, qui est quand même un truc un peu de gauche, tu vois, même si c'est un peu la gauche PS, Backseat, mais t'as l'impression qu'elle est dissidente, tu vois, en disant, faire la guerre, ça crée des hommes violents et ça crée rien de bon, tu vois. Bah oui, tu vois, genre, c'est la base. On va donner des armes à des mecs, leur donner des stéroïdes, leur faire toute la journée des trucs de concours de tub, mais à la fin, ils seront pas violents. Ouais, ok, super. Merci à elle, hein, moi je la connais pas, mais merci à elle de tenir un discours progressiste pour le coup, pacifiste et progressiste, quoi. Non mais pardon, mais c'est violent avec sa femme, c'est violent avec ses enfants, c'est violent avec soi-même. Moi j'ai grandi dans une culture populaire où la masculinité hégémonique, violente est la norme parce qu'elle est le seul modèle de masculinité disponible pour les jeunes hommes avec lesquels j'ai grandi. En fait, c'est eux qui vont être les victimes de ce truc. Mais c'est ça qui n'a pas de sens, c'est que Usul d'un côté, il se bat contre la fascisation du pays, les violences contre les femmes, le racisme et tout ça, et de l'autre côté, il applaudit quand le mec est en train de réarmer. Donc l'armée, c'est un décor des métiers qui est le plus raciste, qui est le plus sexiste, qui est le plus violent. Et en plus de ça, pour faire des guerres et faire tourner l'appareil militaro-industriel. Enfin, ça n'a aucun sens comme position par rapport à ses positions habituelles. C'est vraiment... Là, c'est ce qu'on appelle pas avoir de colonne, en fait, quoi. Moi, je sais pas ce qu'il a peur, il s'est fait attraper par Plenel, il s'est fait hypnotiser, mais là, vraiment, c'est reprends-toi, camarade, quoi. Parce que là, vraiment, tu vas voter les pleins pouvoirs à Pétain, là. Tu veux qu'on envoie 10 000 gamins ? Et au sortir de l'armée, ces 10 000 gamins, ouais, ils vont voter Mélenchon, hein, ça c'est sûr. Hein. Je pense qu'au sortir de l'armée, les mecs, ils seront pas dans un truc méritocratique, violent, hiérarchique. Tu vois, non, ils vont être... ça va être des bons gauchistes, je pense, au sortir de l'armée, ces gens-là. Enfin, c'est n'importe quoi. Et au même moment où on dit on est en train de couper des ronds au service civique, alors que le service civique, ça accompagne des jeunes, il y a un accompagnement social. Et non, par contre, on va aller mettre des ronds pour qu'ils apprennent à servir de FAMAS. C'est ça le projet, en fait. Alors, on ne sert plus de FAMAS maintenant, malheureusement. L'industrie française a encore perdu. Voilà, on importe nos fusils mitrailleurs maintenant. Mais ce qui est en plus fou, c'est que c'est pas la doctrine militaire française, tu vois. La doctrine militaire française, c'est justement de ne pas... Enfin, il y a une doctrine impérialiste, etc. Mais pour les guerres ouvertes avec d'autres nations impérialistes, tu vois, c'était justement la force de dissuasion.
C'était de dire, bah non, en fait, nous, on n'intervient pas. Et par contre, si vous mettez en péril le peuple ou l'intégrité du territoire français, on a l'arme de dissuasion nucléaire. Là, c'est quand même un changement de doctrine assez important de dire on n'est plus défensif, mais on va être offensif. C'est quand même pas rien. D'autant qu'on Et a la donc, bombe nucléaire, vraiment, tu vois. Enfin, je veux dire, c'est ce que je Poutine te dis. est à nos portes, ça n'a aucun sens, tu vois. Enfin, je veux dire, c'est vraiment gravissime de sortir de cette doctrine qui est une doctrine normalement défensive. Et moi, je suis même pour la dénucléarisation. Mais en tout cas, c'était une doctrine qui permettait d'être défensif et d'être à distance. Et là, se mettre directement dans une logique de guerre offensive, ça veut dire qu'en fait, on fait une croix sur la logique nucléaire parce qu'en fait, personne va s'en servir, tu vois. Et on fait comprendre, on donne le signal à Poutine que oui, on va envoyer des soldats français contre ces soldats russes, mais que vous inquiétez pas, vous tirez pas la bombe nucléaire et nous on la tire pas non plus, tu vois. Tu vas voir que la prochaine étape, parce que là c'est avec des gamins de REP+, la prochaine étape, parce que comme il y a toute une politique anti-immigrés en France, ça va être, t'auras les papiers si tu fais le service militaire, tu vois, ou un truc comme ça, ou t'auras les papiers si tu t'engages dans l'armée, tu vois. Et on va se retrouver avec un truc vraiment à l'américaine. On servira d'immigrés comme de la chair à canon, tu vois. Mais c'est que 10 000, donc ça va. Et puis c'est pas pour faire la guerre, donc... Et puis on leur dira exactement comme les États-Unis avec les Noirs américains à l'époque de la Seconde Guerre mondiale, mais comme ça vous obtiendrez les droits civiques, la nationalité en échange d'avoir servi sous les drapeaux, si vous revenez quoi. Voilà, si vous revenez. Juste par rapport à ça, on apprend aussi que Boris Johnson, l'ex-premier ministre anglais, qui a empêché un accord de paix entre Zelensky et Poutine au printemps 2022, donc au tout début de la guerre, a reçu un don personnel d'1 million de livres de la part de C. Harborn, actionnaire majeur d'une firme qui vend des armes à Kiev. Je sais pas. Mais tout est en train de tomber. Il y a le bras droit de Zelensky qui est en train de tomber pour corruption. Enfin, je veux dire, le château de cartes de grand résistant Zelensky contre le méchant Poutine est en train de tomber. Poutine est un salopard, il n'y a pas de problème. Hein, les gens en com, personne n'est pro-Poutine ici, mais bon, on essaye de faire de l'analyse. Hein. Si vous voulez entendre Poutine est méchant et tous les gens qui n'aiment pas Poutine sont gentils, bah, vous allumez RMC et puis voilà. Et là, donc, le château de cartes est en train de tomber. Zelensky est de plus en plus acculé. Zelensky, je le rappelle, s'est assis sur les élections démocratiques. Je le rappelle, l'Ukraine n'est pas totalement en guerre. Il n'y a pas une mobilisation générale du pays. Il y a encore, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un exemple, mais ça donne un peu une vision des matchs de foot qui se jouent. Même l'équipe de Donetsk continue de jouer, alors décentralisé, mais voilà. Mais en fait, on peut tenir des matchs de Ligue des Champions et de qualification pour la Coupe du Monde 2026, pas dû, mais on peut pas tenir des élections démocratiques. Je sais pas si tu. Puis on interdit tu les t'en rends partis de compte, gauche, en gros. On interdit les partis de gauche, les syndicats, le code du travail, mais par contre, on peut faire les matchs de foot. Ouais. Donc voilà, donc tout ça est en train d'exploser à la gueule. Parce que je rappelle, l'équipe de foot de Palestine, aujourd'hui, ils sont tous morts, pour les gens qui ont l'obscénité de faire la comparaison. On est vraiment là dans une affaire mondiale d'impérialisme, personne n'est surpris. Il faut tenir absolument, et les forces de gauche doivent tenir la voie de l'arrêt de la guerre et du pacifisme diplomatique. C'est obligatoire. Et là, force à Mélenchon, force à la FI, lâchez pas là-dessus, parce que si cette force qui représente 20% des Français, si cette force-là tombe, il n'y aura plus rien pour nous empêcher d'aller à la guerre. Donc vraiment, Usul, reprends-toi, là, je sais pas, mets-toi de l'eau fraîche sur la tête, je sais pas ce qui t'est arrivé. Les médias français, il y a plusieurs articles comme ça qui titrent, là c'est le Parisien, être plus fort, et si le scandale de corruption renforçait la crédibilité de l'Ukraine, la démission forcée du puissant chef de cabinet Zelensky intervient au pire moment dans un pays acculé par les discussions russo-américaines, mais cette tempête politique permet à Kiev de donner des gages de transparence et de démocratie. C'est-à-dire que les mecs, ils tombent pour corruption, ils te disent, ouais c'est trop bien, ça veut dire qu'en fait, ils donnent des gages de transparence et de démocratie, c'est la folie, tu sais. La folie de propagande de guerre. Donc là, c'est le Parisien, c'est le journal de Bernard Arnault. Il y a le journal d'Alain Veil, propriétaire de BFM L'Express, qui a fait exactement le même titre. Et les gars te disent, il y a un des plus hauts personnages de l'État qui tombe pour corruption, et si ça renforçait la démocratie? Je pose la question. Et si l'affaire Cahuzac renforçait la justice fiscale? C'est trop ça. Et je pose la question s'il y avait eu, la même chose, mais du côté russe. C'est-à-dire le bras droit de Poutine qui tombait pour corruption, je sais pas, avec Xi Jinping par exemple, faisons une analogie. Ouais. Est-ce qu'il y aurait des titres du journal de Bernard Arnault ou de l'Express qui disaient « Et si c'était une bonne nouvelle pour la démocratie russe que, en fait, le niveau de propagande de guerre ?» Voilà, mais pourquoi vous avez ça? Parce que vous avez
Nous, on a fait des affiches, on ne veut plus à l'époque, il y avait Macron et Bernard Arnault. C'est le journal de Bernard Arnault, hein, le Parisien. Donc vous comprenez qui travaille pour qui et conjointement. Là, vous avez vraiment la propagande de guerre. Les gens voient ça, ils disent on est pro-Zelensky depuis 3 ans maintenant, bientôt 4. Il est en train de tomber. Comment on va faire pour sauver le soldat Zelensky de cette affaire de corruption ? Ah bah on s'en fout. Plus c'est gros, mieux ça passe. On va faire croire que c'est une bonne nouvelle, que tout l'appareil de Zelensky soit corrompu. Bah vraiment, mais c'est hallucinant. Ouais, c'est la folie. Bon, sur ce, n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de la Glucksmannisation d'Usul. N'hésitez pas aussi à participer à notre campagne de financement pour Position Revue et notamment à aller voir l'article de Position Revue sur la militarisation de l'enseignement. N'hésitez pas aussi à vous abonner à cette chaîne, à toutes nos chaînes. Et sur ce, on vous dit à plus. Tout ça se trouve dans le lien en Salut les commentaire, enfin en description.